Je ne sais pas par où commencer, vraiment. Par le début, peut-être, comme on dit. Mais comment définir le début d'une histoire qui se tisse et se détisse sur des années, une histoire où chaque fil, aussi insignifiant soit-il, se révèle après coup avoir été essentiel? Je suppose que je dois vous parler de moi, de qui j'étais avant que tout ne s'effondre, avant que le monde ne devienne ce champ de ruines que je contemple aujourd'hui. J'étais un homme simple, vous savez, ou du moins je me voyais comme tel. Un homme qui avait tout construit à la sueur de son front, sans piston, sans héritage, juste avec une volonté de faire et l'espoir tenace d'une vie meilleure. Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever chaque matin quand le poids du monde semble vouloir nous écraser? Est-ce l'ambition? L'amour? La peur du manque? Pour moi, c'était un mélange de tout ça, une recette amère mais efficace pour avancer. J'ai grandi dans une petite ville de province, là où les opportunités sont aussi rares que les journées sans pluie. Mes parents, des gens honnêtes et travailleurs, m'ont appris la valeur de l'effort et la dignité de la simplicité. Mais ils m'ont aussi montré les limites de cette simplicité, la façon dont elle peut ligoter les rêves. J'ai vu mon père courber les chines des décennies durant, pour des miettes, et j'ai juré que ma vie serait différente. J'avais 18 ans quand j'ai quitté le nid, avec pour tout bagage une vieille valise pleine de rêves impossibles et quelques billets froissés dans ma poche. Paris. La grande ville. Le monstre qui dévore et qui élève. J'ai commencé par tout. Plongeur dans un restaurant miteux, balayeur de rue, livreur de pizza sous la pluie battante. J'ai connu la faim, la solitude glaciale des nuits parisiennes, la honte des chaussures trouées et des vêtements usés. Mais chaque matin, en me rasant devant un miroir terni, je me répétais que ce n'était qu'une étape. Un jour, j'aurai ma place. Un jour, je ne serai plus ce fantôme invisible dans la foule. Est-ce que vous connaissez cette sensation, ce feu qui brûle au fond de vos tripes, ce besoin viscéral de prouver à vous-même, et au monde entier, que vous valez quelque chose? Ce besoin de laisser une trace, de ne pas être qu'un numéro parmi tant d'autres? Petit à petit, j'ai appris. J'ai observé les rouages de la restauration, la danse frénétique des cuisines, le ballet des serveurs. J'ai épargné chaque sou, dormi sur des canapés d'amis, mangé des pâtes à tous les repas. L'idée d'ouvrir mon propre restaurant est née de cette immersion forcée, de cette compréhension intime du labeur. Ça a pris des années. Des années de sacrifices, de nuits blanches à élaborer des plans, à frapper à des portes qui restaient obstinément closes. J'ai dû avaler des couleuvres, subir des humiliations, et essuyer des refus cinglants qui vous donnaient l'impression d'être un moins que rien. Mais je n'ai jamais lâché. Non, jamais. La persévérance, c'est ça, la clé quand on n'a rien d'autre. Et puis, un jour, la chance a souri. Ou plutôt, j'ai forcé la chance à sourire, en saisissant une opportunité que personne d'autre n'avait vue. Un petit bistrot en liquidation, mal famé, un trou dans le mur, niché dans une ruelle oubliée du 11e arrondissement. L'odeur de moisi y régnait, les murs étaient lépreux, mais moi, j'y ai vu un potentiel. J'y ai mis toutes mes économies, chaque centime que j'avais mis de côté depuis mes 18 ans, toute mon énergie, tout mon cœur. J'ai retapé chaque recoin de mes mains, aidé par quelques amis loyaux qui croyaient en ma folie, qui venaient après leur propre journée de travail me donner un coup de main, une bouteille de vin et un peu d'espoir. C'est là que le mien est né. Ce n'était pas grand-chose au début, juste un endroit honnête où on mangeait bien, sans chichi, pour un prix raisonnable. Des plats simples mais généreux, avec des produits frais. Mais il y avait une âme, une chaleur, une authenticité. Et les gens l'ont senti. Lentement, le bouche à oreille a fait son œuvre. Les clients sont venus, puis revenus, de plus en plus nombreux. J'ai travaillé comme un forcené, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. La cuisine était ma vie, la salle, mon salon. Je connaissais les habitués par leur nom, je savais ce qu'ils allaient commander avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Leur fidélité, leur sourire après un bon repas, c'était ma récompense, bien plus que l'argent qui commençait enfin à garnir un peu mes poches. Quel âge avais-je alors? 35 ans. J'avais enfin un ancrage, une place, une reconnaissance. J'habitais un petit appartement au-dessus du restaurant, et ma routine était réglée comme une horloge. Levé à l'aube pour les livraisons du marché de Rungis, la fraîcheur des produits était mon obsession, le vrombissement des camions à l'aube et l'odeur de la terre et des légumes frais restaient mes repères. Puis les préparations, le service du midi, l'agitation joyeuse, les assiettes qui valsaient. La cour. Pause où je m'effondrais sur une chaise à l'arrière, un café noir à la main,
les yeux rivés sur mes carnets de comptes, à revoir les chiffres, planifier les commandes et le lendemain. Le service du soir, l'adrénaline qui monte, les rires des clients qui résonnaient et me donnaient le sentiment d'avoir réussi à créer un petit havre de paix et de plaisir. Puis le rangement, la paperasse, et enfin, le silence lourd de la nuit quand tout le monde était parti, quand le dernier ustensile avait été rangé et le dernier torchon plié. Je montais me coucher, souvent trop fatigué pour faire autre chose que m'écrouler sur le lit, mes muscles endoloris mais l'esprit apaisé par le sentiment du devoir accompli. Ma vie était pleine, oui, pleine de labeur, pleine de petites victoires, mais elle était aussi terriblement solitaire. L'argent commençait à rentrer, mes comptes n'étaient plus dans le rouge, mais le bonheur, le vrai, le partagé, celui qu'on ne peut acheter, restait une chimère. C'est dans cette période de ma vie, où le succès professionnel s'accompagnait d'un vide personnel grandissant, que Laura est entrée dans ma vie. Elle était la pièce manquante à mon puzzle, la couleur qui allait, pensais-je, égayer ma toile monochrome. Ah, Laura. Son nom seul résonne encore en moi comme une mélodie oubliée, parfois douce, parfois amère, toujours présente, une cicatrice invisible mais profondément ancrée. Je l'ai rencontrée un soir, au mien. Elle n'était pas une cliente habituelle. Elle était venue avec des amis, des gens un peu plus apprêtés que ma clientèle d'habitués, des visages que je ne croisais pas tous les jours. Elle était lumineuse. Une chevelure d'un blond doré qui retombait en cascade sur ses épaules, des yeux clairs qui pétillaient d'intelligence et de curiosité, un rire qui balayait la pièce comme une brise d'été, attirant tous les regards. Elle avait un charme évident, cette élégance discrète mais présente qui capte l'attention sans effort. Un sens inné du style, un je ne sais quoi qui la distinguait. Elle travaillait dans le marketing, m'a-t-elle dit plus tard, dans une de ces grandes agences du centre-ville, un univers d'images et de concepts, loin de mes réalités terre à accent grave terre. Un monde si différent du mien, fait de paillettes et de surfaces polies, tandis que le mien sentait la sueur, les épices et l'huile chaude. Mais elle semblait curieuse de mon univers, posant des questions sur la carte, sur mon parcours, sur la philosophie de ma cuisine. Ces questions n'étaient pas superficielles, elles dénotaient une vraie curiosité, une envie de comprendre ce qui me faisait vibrer. J'étais sous le charme, je ne le nierai pas. Après tant d'années passées à construire mon empire de fortune, l'idée d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un avec qui partager cette réussite et surtout, cette vie, était incroyablement séduisante. Je me sentais enfin prêt, après avoir prouvé au monde que j'existais, à me prouver à moi-même que j'étais digne d'aimer et d'être aimé, que je pouvais enfin laisser tomber mes gardes et ouvrir mon cœur. Notre histoire a commencé doucement, avec une délicatesse qui contrastait avec l'âpreté de ma vie passée. Des dîners après la fermeture du mien, des balades nocturnes dans Paris, main dans la main, à redécouvrir la ville sous un autre jour, des confidences échangées sous les étoiles, nos voix se mêlant dans le silence de la nuit parisienne. Elle m'apportait une légèreté que je n'avais jamais connue, une spontanéité qui me manquait tant. Ses rires, sa façon de voir la vie avec une certaine insouciance, c'était un contraste frappant avec ma propre gravité, mon sens aigu des responsabilités, mon esprit toujours en alerte. Elle m'a appris à ralentir, à profiter des petits plaisirs, un café en terrasse un dimanche matin, un film au cinéma sans se sentir coupable de ne pas travailler, une promenade sans but dans un parc. Je lui ai montré mon monde, les coulisses de la cuisine, l'effervescence des services, la magie de transformer des ingrédients bruts en quelque chose de savoureux, de réconfortant. Elle disait qu'elle admirait ma détermination, ma capacité à créer quelque chose de rien, à partir de zéro. Et moi, j'aimais sa joie de vivre contagieuse, son intelligence vive, son sens de l'humour, son regard pétillant sur le monde. J'étais convaincu que nous étions faits l'un pour l'autre, les deux pièces d'un puzzle qui, enfin, s'emboîtaient parfaitement, créant une image harmonieuse et complète. C'était le début de la quarantaine pour moi, et l'idée de fonder une famille, d'avoir des enfants, de construire un foyer, prenait une importance grandissante. Laura semblait partager ces mêmes aspirations, ces mêmes désirs profonds de stabilité et de construction. Nous parlions de nos rêves, des voyages que nous ferions ensemble, de la maison que nous achèterions un jour, avec un jardin où nos futurs enfants pourraient jouer. Des rêves simples, des rêves d'un bonheur tranquille et stable, ancré dans le quotidien. Nous avons emménagé ensemble dans un appartement plus grand, à l'écart du restaurant. Une bulle de calme et de confort, un havre de paix loin de l'agitation de la cuisine et de la paperasse. Mes journées continuaient d'être remplies par le travail acharné, mais les soirées avaient une saveur nouvelle, douce et réconfortante. Le repas partagé, les discussions sur nos journées respectives, la chaleur de sa présence à mes côtés.
Qu'y a-t-il de plus réconfortant que de savoir que quelqu'un vous attend, quelqu'un avec qui vous pouvez déposer les masques et être simplement vous-même, sans jugement, sans artifice? Je me souviens des matins où le soleil filtrait à travers les rideaux, peignant des motifs lumineux sur le sol, son visage endormi à côté du mien, un souffle léger sur mon épaule. Je me souviens de ces moments, ces petites victoires du quotidien, quand tout semblait en place, solide, inébranlable, comme une forteresse que rien ne pouvait ébranler. J'avais enfin l'impression que tous mes efforts passés n'avaient pas été vains, que j'avais trouvé non seulement le succès, la reconnaissance professionnelle, mais aussi l'amour, le vrai, celui qui vous donne des ailes, qui donne un sens à chaque lever de soleil. Et puis, il y a eu le mariage. Une décision naturelle, évidente, comme le déroulement d'un chemin tracé d'avance. J'étais follement amoureux, aveuglément, passionnément. Je voyais Laura comme la femme de ma vie, celle avec qui je vieillirais, celle avec qui je construirais le reste de mon existence, brique après brique. On a commencé à parler des préparatifs, des invitations, des détails pratiques, de la robe, du lieu de la réception. C'était un tourbillon joyeux, rempli d'excitation, d'attente. Je me sentais le plus heureux des hommes, sur le point de sceller un destin qui me semblait parfait. C'est à ce moment-là, au milieu de toutes ces discussions enjouées sur l'avenir, que le mariage n'était plus qu'une formalité administrative, qu'elle a prononcé cette phrase. Une phrase qui, sur le moment, m'a semblé si anodine, si insignifiante. Une petite pierre jetée dans un lac immense et tranquille, qui n'aurait dû créer qu'une ondulation éphémère et s'évanouir. Mais c'était plus que ça. Bien plus. C'était la première fissure. Le premier murmure d'une tempête qui allait dévaster ma vie, emportant tout sur son passage. Nous étions assis sur le canapé, un soir, après le dîner. Je me souviens de la douce lumière tamisée du salon, des flammes dans la cheminée qui dansaient et projetaient des ombres mouvantes sur les murs, de la musique jazz en fond sonore, douce et mélancolique, du verre de vin rouge que nous partagions, nos doigts se frôlant parfois. Nous venions de discuter de l'achat d'un appartement plus grand, de la possibilité d'avoir un espace dédié aux futurs enfants, un nid douillet pour notre famille à venir, nos voix s'entrelaçant dans l'excitation des projets. J'étais enthousiaste, déblatérant sur les crédits immobiliers, les travaux potentiels, les plans sur la comète, déjà à visualiser les murs colorés, les rires d'enfants. Laura écoutait, le sourire aux lèvres, puis elle a gloussé, un rire léger, presque mutin, une sonorité qui, sur le moment, m'a semblé pleine de tendresse. Elle a posé sa main sur mon bras, ses doigts fins et délicats, et m'a regardé droit dans les yeux, son regard clair perçant le mien. « Tu sais, mon amour, a-t-elle dit, avec une candeur désarmante, une fausse innocence qui, rétrospectivement, me fait froid dans le dos, tout ça, c'est bien beau, mais je veux juste que tu saches que mon argent restera à moi après le mariage. C'est important pour moi, d'avoir ma propre indépendance financière. Pour ma sécurité, tu comprends ? » Elle a ri. Un rire cristallin, insouciant. Un rire que j'ai alors perçu comme celui d'une femme moderne et forte. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai souri. J'ai souri et j'ai hoché la tête, comme si c'était la chose la plus normale du monde, la plus naturelle. Comme si c'était une blague, une boutade affectueuse, une preuve supplémentaire de son esprit vif et de son indépendance, des qualités que j'avais toujours admirées chez elle. Qu'aurais-tu fait à ma place ? Aurais-tu senti le piège se refermer, la toile se tisser autour de toi, invisible mais implacable ? Aurais-tu perçu la froide logique, le calcul dissimulé derrière ce rire ? Je ne l'ai pas fait. Non. J'étais trop aveuglé par l'amour, trop confiant dans notre lien, trop naïf face à la réalité du monde qui, parfois, se dissimule sous les masques les plus charmants, les plus séduisants. Pour moi, le mariage, c'était l'union de deux êtres, de deux vies, de deux destins. Les comptes, c'était secondaire, une simple formalité. Nos biens seraient nos biens, nos soucis, nos soucis. Un portefeuille commun, une entité fusionnée, indivisible. Mais elle, visiblement, ne le voyait pas ainsi. Et ce n'était pas la première fois que l'argent, ou plutôt la façon dont les gens le percevaient, s'invite dans nos conversations, comme une ombre furtive. Dans notre société, et particulièrement à Paris, l'argent n'est pas qu'une monnaie d'échange. Non, c'est bien plus que ça. C'est une carte d'identité, un passe-droit, une armure, un bouclier, un symbole de pouvoir. Il détermine votre place, votre valeur, vos fréquentations, votre légitimité. Il ouvre des portes, et en ferme d'autres, souvent avec une cruauté silencieuse, une indifférence glaciale.
J'avais longtemps été de l'autre côté de cette barrière, celui qui regarde les lumières des restaurants étoilés de l'extérieur, celui qui ne peut se permettre que les vitrines, les rêves inaccessibles. Mon succès m'avait donné accès à une certaine aisance, une sécurité, mais je n'avais jamais oublié d'où je venais, la sueur et les larmes qui avaient pavé mon chemin. Je n'avais jamais cessé de voir le monde avec les yeux de l'homme qui a dû se battre pour chaque centime, pour chaque opportunité. Laura, elle, venait d'un milieu plus confortable, pas richissime, mais avec une certaine éducation, des codes sociaux bien ancrés, une absence de contact avec les difficultés financières. Ses parents n'avaient jamais manqué de rien, et cette sécurité financière, cette absence de soucis pour le lendemain, avait forgé en elle une autre vision de la vie. Une vision où l'argent était une évidence, une base, un moyen d'accéder à un certain statut, à un certain confort, à un certain cercle social. Elle aimait les belles choses, les voyages, les sorties, les marques, et mon succès lui permettait d'y avoir accès avec une facilité nouvelle. Je ne voyais pas cela comme un problème, au contraire. Je me disais que je travaillais pour nous deux, pour lui offrir la vie qu'elle méritait, la vie dont elle rêvait. N'est-ce pas ce que tout homme épris désire pour la femme qu'il aime? Lui donner le monde, si seulement il en avait le pouvoir? Offrir le meilleur, sans arrière-pensée, sans compter. Mais cette phrase, ce rire, cette affirmation de « mon argent restera à moi » a instillé une goutte d'amertume dans mon esprit, une petite dissonance. Une goutte minuscule, presque imperceptible, qui s'est dissoute dans le grand océan de mon amour pour elle, engloutie par mes sentiments. Je me suis dit, c'est normal, c'est une femme indépendante, moderne. Elle a travaillé dur, elle aussi, pour avoir son propre pécule. Elle a le droit de vouloir le protéger. J'ai rationalisé. J'ai mis ça sur le compte d'une saine prudence, d'une volonté louable d'autonomie, des valeurs que notre époque glorifie. C'est vrai, après tout, qu'il existe des contrats de mariage qui séparent les biens, des clauses spécifiques, mais dans mon esprit, c'était pour les couples qui n'avaient pas confiance l'un en l'autre, pour des mariages de raison, pas pour nous. Pas pour nous astérisque, qui partagions tout, nos rêves, nos corps, nos vies, nos espoirs les plus intimes. Je me suis rappelé d'une conversation que j'avais eue avec mon banquier quelques mois avant. Nous discutions des investissements pour le restaurant, de l'éventualité d'en ouvrir un second, des perspectives de croissance. Il m'avait, très professionnellement, conseillé de protéger mes actifs si je devais me marier, évoquant les aléas de la vie, les statistiques des divorces. J'avais balayé son conseil d'un revers de main, avec un sourire plein de certitude, une foi inébranlable en mon amour. Pas de ça avec Laura, avais-je dit. Nous sommes une équipe. Notre amour est au-dessus de tout ça. Une équipe. Ce mot résonnait comme un serment gravé dans le marbre de mon cœur, une promesse que je m'étais faite à moi-même et à elle. Une équipe pour le meilleur et pour le pire. Une équipe sans séparation, sans barrière financière, sans petite ligne cachée. Les finances, pour moi, c'était une expression de la confiance totale, une fusion des destinées. Et la confiance, c'était la pierre angulaire de notre relation, du moins, c'est ce que je croyais, ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Regarder en arrière, maintenant, c'est comme observer une scène au ralenti, une scène dont on connaît déjà la fin tragique. Chaque détail grotesque, chaque mot prononcé, chaque geste esquissé, chaque expression de son visage, tout est désormais teinté d'une clarté douloureuse, d'une cruelle ironie. Ce rire. Ce rire insouciant. Était-ce une façon de tester ma réaction? De planter la graine d'une future intention, déguisée en boutade, pour voir si j'allais mordre à l'hameçon? Ou était-ce, simplement, l'expression sincère d'une conviction profonde qu'elle n'avait jamais vraiment remise en question, une facette de sa personnalité que je n'avais pas su ou voulu voir? Je ne saurais jamais avec certitude. Mais sur le moment, j'ai choisi l'option la plus douce, la plus romantique, la plus facile. L'option qui préservait mon rêve d'un amour pur, sans arrière-pensée, sans calcul mesquin. Je l'ai embrassée, et j'ai chassé cette petite ombre de mon esprit, la reléguant au fond. D'un tiroir que je pensais ne jamais rouvrir, scellé pour l'éternité. Nous avons continué à planifier le mariage, à construire cette bulle de bonheur factice, cette illusion de perfection. Les jours passaient, et cette remarque se fondait dans le bruit de fond de notre quotidien, masqué par le fracas joyeux des préparatifs. Les baisers, les caresses, les projets d'avenir semblaient noyer toute pensée discordante, chaque alarme qui aurait dû retentir. Mais une graine avait été semée, et même si je l'ignorais, elle allait germer, lentement mais sûrement, alimentée par des forces que je ne pouvais alors ni comprendre ni contrôler.
C'était comme une fine fissure sur le cristal le plus pur. Invisible à l'œil nu, mais prête à se propager au moindre choc, à la moindre pression, à la moindre vibration. Le rire de Laura, ce soir-là, n'était pas qu'un rire. C'était le premier coup de marteau, léger, presque inaudible, qui annonçait la destruction à venir, la brisure inévitable. Et dans mon aveuglement amoureux, je n'avais fait qu'esquisser un sourire de parfait idiot, un sourire qui, aujourd'hui, me hante. Connaissez-vous ce sentiment d'être face à un précipice, sans le savoir, et de continuer à marcher, le sourire aux lèvres, confiant que le sol sous vos pieds est éternel, inébranlable, alors qu'il n'est qu'un voile fin au-dessus du vide? L'écho de cette petite phrase, son argent resterait le sien après le mariage, avait continué de résonner en moi, une dissonance subtile dans la symphonie de notre amour. Au début, ce n'était qu'un murmure, une note isolée que je m'efforçais d'ignorer, noyée sous le flot des préparatifs de mariage, de la joie et de la confiance aveugle que je portais à Laura. Mais au fil des semaines, des mois qui suivirent notre union, ce murmure commença à s'intensifier, se transformant en un bourdonnement persistant, une vibration sourde qui agitait les fondations mêmes de notre quotidien. C'était comme observer une fissure minuscule apparaître sur un mur que l'on croyait inébranlable. Au début, on la minimise, on la rationalise, on se dit que ce n'est rien, qu'une simple imperfection superficielle. Mais la fissure, elle, continue d'être là, et avec le temps, elle s'approfondit, se ramifie, menaçant la stabilité de l'édifice entier. Le changement, si insidieux qu'il en était presque imperceptible au début, commença par ses fréquentations. Laura, ma femme, celle que j'avais épousée avec la conviction d'un amour éternel, commença à s'entourer d'un nouveau cercle, une galaxie d'amis que je ne connaissais pas, aux trajectoires si différentes des nôtres. Je l'avais rencontrée alors qu'elle travaillait dans le marketing, un milieu déjà exigeant et parfois superficiel, mais elle avait toujours gardé une certaine distance avec l'ostentation. Maintenant, ces nouvelles connaissances étaient l'incarnation même de l'opulence sans effort, de la richesse héritée, des codes sociaux dictés par le solde bancaire. Des femmes et des hommes dont les conversations tournaient autour de villas à Saint-Tropez, de yachts en Croatie, de galas de charité où l'on se montrait plus qu'on ne donnait. Leurs éclats de rire me semblaient plus aigus, plus forcés, leurs habits plus impeccables, leurs soucis plus légers, détachés des réalités que je connaissais. Je me souviens d'une soirée, la première fois où je les ai rencontrés en groupe. C'était dans un bar branché du 16e arrondissement de Paris, un endroit où les verres coûtaient plus cher que certains de mes plats au restaurant. Laura était radieuse, flottant dans une robe que je n'avais jamais vue auparavant, et son sourire n'était plus le même. Il y avait une tension nouvelle, une performance dans cette joie affichée. Ses amis, des femmes aux manucures parfaites, aux sacs griffés posés nonchalamment sur le sol comme des trophées, m'avaient accueilli avec une curiosité polie, un peu comme on examinerait un spécimen exotique. Leurs questions portaient sur mon restaurant, mais la manière dont elles les posaient, les hochements de tête un peu trop rapides, les regards qui fuyaient pour se poser sur leur téléphone, tout cela suggérait qu'elles ne cherchaient pas vraiment une réponse. Elles cherchaient à me classer, à me situer dans leur hiérarchie sociale invisible. L'une d'elles, une femme blonde aux yeux d'un bleu perçant, avait dit, en sirotant un cocktail coloré, à un restaurateur. C'est charmant. Tellement authentique. Le mot « authentique », dans sa bouche, sonnait comme un compliment empoisonné, une façon de me reléguer à une catégorie inférieure, celle des gens qui travaillent de leurs mains, qui font des choses, plutôt que de simplement être riches. Qu'aurais-tu fait, à ma place? Aurais-tu souri et fait semblant de ne rien comprendre, ou aurais-tu relevé la provocation? J'ai choisi la première option, par amour pour Laura, pour ne pas gâcher sa soirée, pour ne pas la mettre mal à l'aise. Mais la graine du dos eût été plantée, et elle commençait à germer dans le terreau de mon insécurité naissante. Laura, elle, semblait ne pas percevoir ces signaux, ou du moins, elle faisait un effort considérable pour les ignorer. Elle riait à leurs blagues, parfois un peu cruelles, parfois à mes dépens, des rires légers qui flottaient comme des bulles de savon, fragiles et éphémères. Quand je tentais de lui en parler, de lui dire que je me sentais un peu décalé avec ces gens, elle me répondait avec une pointe d'agacement dans la voix, « Oh, tu es trop sensible. Ils sont juste un peu directs. Tu sais, dans leur milieu, on ne tourne pas autour du pot. » Leur milieu. Ce mot, leur milieu, elle l'utilisait de plus en plus souvent, comme si elle ne faisait plus partie du mien, du astérisque notre astérisque. Je voyais ses yeux s'illuminer lorsqu'elle parlait de leur voyage, de leurs projets d'investissement, de leurs créateurs fétiches. Elle ramenait à la maison des magazines de mode que je ne lisais jamais, des marques que je ne connaissais pas, et son vocabulaire s'enrichissait de termes financiers complexes,
de jargon mondain que je peinais à suivre. Notre appartement, qui avait été le refuge de nos discussions nocturnes et de nos rires complices, commençait à se parer de détails qui n'étaient pas les nôtres, des bibelots coûteux, des bougies parfumées aux arômes exotiques, des toiles d'artistes émergents dont elle vantait la valeur future. C'était comme si une autre vie, une vie parallèle, prenait racine sous mon toit, une vie où je n'avais pas ma place. La fissure invisible s'élargissait, et la distance s'installait, insidieuse, entre nous. Physiquement, les câlins spontanéités se raréfièrent. Ses mains, autrefois si promptes à chercher les miennes sous la table ou dans la rue, restaient désormais souvent croisées, ou occupées avec son téléphone. Les soirées que nous passions ensemble à la maison, autrefois remplies de films, de repas improvisés et de conversations sans fin, devinrent silencieuses. Elle passait des heures devant son ordinateur, sur des forums ou des réseaux sociaux dont je ne faisais pas partie, ou au téléphone, chuchotant des conversations dont le contenu m'était inconnu. Ses réponses à mes questions étaient de plus en plus courtes, parfois même coupantes. « Avec qui parles-tu ? » ? Des amis. « De quoi parlez-vous ? » ? De tout et de rien, des choses de filles. Ce « choses de filles » était un nouveau rempart, une barrière que je n'étais plus autorisé à franchir. Mon lit, notre lit, cette île de réconfort et d'intimité, commença à devenir un lieu de solitude partagée. Elle se couchait plus tard, ou plus tôt, prétextant la fatigue, un mal de tête, ou l'urgence d'une lecture. La tendresse se mua en une politesse froide, les baisers en de rapides effleurements. Connais-tu ce sentiment où la personne que tu aimais est là, à quelques centimètres de toi, mais que tu la sens à des années-lumière ? C'était ma réalité. Et puis il y eut l'argent. Sa remarque initiale sur son argent qui resterait le sien prenait maintenant une toute autre résonance. Ses finances étaient devenues un sujet tabou, une zone interdite où mes questions, même innocentes, étaient perçues comme une intrusion, un manque de confiance. Les relevés de compte disparaissaient, les conversations avec sa banquière se faisaient à voix basse, derrière une porte close. Elle parlait d'investissement, de portefeuilles diversifiés, de crypto-monnaies, des termes que je ne maîtrisais pas et pour lesquels elle ne prenait pas la peine de m'expliquer. Et pourtant, curieusement, malgré cette indépendance financière affichée, ses demandes d'argent augmentaient. Au début, c'était pour des détails, des petites choses, pour les projets de décoration de l'appartement, ou des cadeaux pour ses nouvelles amies. Puis les sommes devinrent plus importantes. Mon amour, j'ai une opportunité d'investissement incroyable dans une start-up, mais j'ai besoin d'un coup de pouce pour compléter ma mise. C'est pour notre avenir, tu sais. Sa voix était douce alors, presque comme avant, et ses yeux qui avaient été ma boussole, me regardaient avec une intensité qui me désarmait. Comment aurais-je pu refuser à celle que j'aimais, à la femme qui partageait ma vie, une chance de construire notre avenir ? Je plongeais dans mes économies, celles que j'avais mises de côté pour l'expansion du restaurant, pour une retraite sereine, pour des projets de voyage. Je la voyais s'enthousiasmer, me promettant des retours sur investissement faramineux. Mais les explications restaient vagues, les documents flous, et quand je demandais des détails, elle s'agaçait. « Tu ne me fais pas confiance ?» Cette phrase, lancée comme une flèche empoisonnée, me frappait en plein cœur. Je me taisais, culpabilisant de mon propre doute, de cette petite voix intérieure qui me disait que quelque chose n'allait pas. Un jour, elle m'a demandé une somme conséquente pour un projet immobilier, avec une de ses amies. On a trouvé un petit appartement à rénover, c'est une affaire en or, ça va doubler de valeur en un an. Elle était si convaincue, si pétillante. Je sentais pourtant le poids de mes finances s'alourdir. Mon restaurant, ma vie, mon labeur, tout reposait sur mes épaules. J'avais mis chaque centime durement gagné dans cette entreprise, ma fierté. Lui donner cet argent, c'était comme prélever un morceau de mon propre corps. Mais son sourire, ses promesses, et surtout sa question rhétorique, « Tu ne me fais pas confiance », étaient des arguments imparables. Je lui ai donné, encore et encore, regardant mes comptes bancaires s'amincir, ma sécurité financière se fragiliser. Chaque virement était un acte de foi, un pari sur notre amour, une tentative désespérée de racheter son attention, sa tendresse, de combler cette distance qui se creusait. Je me sentais de plus en plus exclu de son monde, un étranger dans notre propre maison. Les dîners entre amis, qui étaient autrefois l'occasion de partager nos réussites et nos rires, étaient devenus des champs de mines. Ces nouvelles amies ne se donnaient même plus la peine de cacher leur dédain. Je me souviens d'une soirée où l'une d'elles, après avoir écouté Laura parler de ses projets avec une passion vibrante, s'était tournée vers moi avec un sourire affecté et m'avait demandé « Et vous, vous continuez à faire vos petites soupes ?»
Le mot « soupe » était chargé d'un tel mépris, d'une telle condescendance, qu'il m'avait brûlé la gorge. Laura n'avait pas réagi. Elle avait même souri, d'un sourire gêné, mais un sourire tout de même. Ce soir-là, en rentrant, j'avais essayé de lui en parler. « Tu as entendu ce qu'elle a dit ?» C'était blessant. Elle avait haussé les épaules, les yeux fixés sur son téléphone. « Oh, tu exagères. » Elle voulait juste être drôle. « Tu sais, ils sont comme ça, un peu bruts. » Brut. Ce n'était pas de la rudesse, c'était de la méchanceté. Et le fait qu'elle ne le voie pas, ou qu'elle refuse de le voir, était une blessure encore plus profonde. Mes tentatives de rapprochement se heurtaient à un mur de glace. J'organisais des week-ends en amoureux, réservant nos anciennes adresses préférées. Elle trouvait toujours une excuse, un engagement avec ses amis, une obligation professionnelle, une fatigue soudaine. J'achetais des fleurs, des chocolats, des petits cadeaux, comme au début de notre histoire. Les fleurs fanaient dans leur vase sans un regard, les chocolats restaient dans leur boîte. Ses réponses à mes messages devenaient de plus en plus évasives, ses appels de plus en plus rares quand elle n'était pas à la maison. L'écho de mon propre rire solitaire emplissait les pièces, tandis que le sien, autrefois mélodieux, s'éloignait dans les corridors de mes souvenirs. La solitude, ce compagnon que je pensais avoir chassé de ma vie pour toujours, revenait toquer à ma porte, plus insidieuse, plus cruelle encore que celle que j'avais connue avant elle. Parce que cette fois, je n'étais pas seul, j'étais avec elle, et pourtant seul. C'était une solitude d'un genre différent, une solitude qui rongeait de l'intérieur, une gangrène de l'âme. Chaque matin, en me rasant, je regardais mon reflet dans le miroir et je me demandais, qui est cet homme? Qu'est-il devenu? Et où est passée la lumière dans ses yeux? Mon restaurant, mon refuge, mon havre, était devenu le seul endroit où je me sentais encore moi-même, entouré de mon équipe loyale, de mes clients fidèles. Mais même là, l'ombre de mes doutes me suivait, une question lancinante qui ne me quittait jamais, est-ce que je fais assez? Suis-je à la hauteur de cette nouvelle Laura, de ce nouveau monde qu'elle a embrassé? Les doutes se transformèrent en une anxiété sourde, une boule dans mon estomac qui ne me quittait jamais. Je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, imaginant les scénarios les plus sombres. Elle ne me trompait pas physiquement, j'en étais sûr. Mais la trahison prenait d'autres formes, plus subtiles, plus insidieuses. Elle trahissait notre intimité, notre confiance, notre vision commune de l'avenir. Elle trahissait l'homme que j'étais devenu pour elle, celui qui avait tout bâti avec l'idée de partager. Le vent du changement soufflait de plus en plus fort, menaçant d'emporter les miettes de notre amour. C'était comme être pris dans une tempête sans savoir d'où venaient les éclairs, ni quand la foudre allait frapper. Le ciel était déjà sombre, les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, mais je m'accrochais, encore et toujours, à l'espoir que l'orage passerait. Ignorant que j'étais au cœur même de l'œil du cyclone, et que le pire restait à venir. Le soir où tout a basculé, où l'air que je respirais s'est figé en cristal coupant, a commencé, étrangement, par ce qui ressemblait à une ouverture. Une porte timide s'entr'ouvrait après des semaines de murs glacés. Laura avait parlé d'un dîner entre amis, ces nouvelles figures au sourire trop pâle. Fait et au sac à main trop cher, et j'avais déjà senti cette contraction familière dans ma poitrine, ce pressentiment que je connaissais si bien désormais. Elle avait murmuré, presque à regret, « Elles ont dit que tu pouvais venir si tu voulais, c'est au Dôme d'Argent. » Le Dôme d'Argent. Le nom avait résonné d'une étrange manière dans l'appartement soudainement silencieux, comme une cloche fêlée. Je n'avais pas réalisé l'ironie glaciale de ce nom à ce moment précis. Mon cœur, qui s'était transformé en une bête tapie dans l'ombre depuis tant de mois, avait senti une faible lueur. Qu'est-ce qui me poussait encore à croire? Qu'est-ce qui nous fait, nous les hommes, espérer contre toute évidence, contre les signaux rouges clignotants et les alarmes hurlantes? Peut-être était-ce le simple besoin de réparer, de recoller les morceaux d'un tableau qui se fissurait sous mes yeux, ou l'écho lointain de la femme que j'avais aimée, celle qui avait autrefois fait briller mes yeux et rempli mon monde de promesses. J'avais imaginé une soirée où nous serions, enfin, nous-mêmes, même au milieu de ces femmes aux rires aigus et aux jugements silencieux. J'avais rêvé d'un sourire échangé, d'une main effleurée sous la table, d'un moment volé qui dirait « Nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, je me suis préparé avec un soin presque rituel, comme un guerrier avant une bataille dont il ignore les enjeux réels. J'ai enfilé mon meilleur costume, celui que Laura m'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage, un tissu sombre et élégant qui avait le don de me faire sentir différent. Plus sûr de moi, peut-être, ou du moins plus en phase avec le monde qu'elle semblait désormais habiter.
J'ai regardé mon reflet dans le miroir, scrutant chaque ride, chaque ombre sous mes yeux, cherchant l'homme que j'étais, l'homme que j'avais été. J'ai lissé mes cheveux, ajusté ma cravate, et vaporisé une eau de toilette légère, espérant masquer l'odeur de mes doutes, de ma solitude grandissante. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une femme qu'on aime, même quand cet amour commence à ressembler à une prison dorée? J'ai respiré profondément, essayant de chasser la boule qui s'était logée dans mon estomac, celle qui me rappelait que les choses n'étaient plus comme avant, que cette sortie n'était peut-être pas une chance mais une épreuve. Laura, elle, était déjà prête, tourbillonnant devant son miroir avec une robe d'un rouge éclatant qui me semblait étrangement provocante, presque agressive. Ses yeux brillaient d'une excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps, mais ce n'était pas pour moi qu'elle brillait, non, je le sentais. C'était pour le spectacle, pour l'approbation de ses amis, pour la place qu'elle espérait consolider dans ce monde de miroirs et d'apparence. Elle n'a pas même remarqué mes efforts, mes questions muettes. Elle a juste gloussé, impatiente, pressant le pas. Le trajet en voiture jusqu'au Dôme d'Argent, un restaurant que je connaissais intimement, d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer, fut un silence pesant, tissé de mes propres pensées et de ses regards furtifs sur son téléphone. L'air était lourd, saturé de non-dits, comme un orage qui approche mais ne se décide pas à éclater. J'ai garé la voiture dans le parking souterrain, sentant la vibration familière des moteurs et l'odeur du luxe discret. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil à Laura. Elle était magnifique, certes, mais son visage portait une expression que je ne lui connaissais pas, un mélange de fierté et d'une certaine dureté. Nous avons monté les escaliers, l'élégance du lieu s'affirmant à chaque marche, chaque lustre scintillant. Quand nous avons franchi les portes massives du Dôme d'Argent, un frisson m'a parcouru. Pas un frisson de joie ou d'anticipation, mais une sorte de reconnaissance glaciale. L'endroit était exactement comme je l'avais voulu, pensé, rêvé, un havre de paix et de raffinement, où le murmure des conversations se mêlait harmonieusement au tintement discret des couverts. Le maître d'hôtel, un homme d'une cinquantaine d'années au maintien impeccable, m'a jeté un regard rapide, un éclair de compréhension dans ses yeux, avant de s'incliner légèrement, un geste presque imperceptible que seuls les initiés auraient décelé. Il a vu Laura à mes côtés, rayonnante, et son expression a retrouvé une neutralité professionnelle. « Bonsoir monsieur, madame. Suivez-moi, je vous prie. » Il nous a conduits vers le fond de la salle, là où des rires cristallins et des voix féminines résonnaient déjà un peu trop fort pour la discrétion ambiante. Mon cœur a battu plus vite, un mélange d'appréhension et de l'espoir fou de ce fameux moment volé. La table était occupée par 4 femmes, parées de bijoux étincelants et de robes qui coûtaient l'équivalent de mon premier loyer parisien. Les amis de Laura. Leurs verres de champagne scintillaient sous les lumières tamisées, et leurs éclats de rire s'étiraient un peu trop elle. Ouin. Laura a accéléré le pas, les yeux rivés sur elle, un sourire forcé collé à son visage. Elles l'ont accueilli avec des exclamations, des baisers soufflés et des étreintes superficielles, comme on retrouve une sœur perdue de vue depuis un siècle. Moi? Je me suis tenu là, un peu en retrait, comme une ombre indésirable, un accessoire mal assorti à leur tableau parfait. Elles ont à peine levé les yeux vers moi, un hochement de tête distrait, un « Ah, bonsoir » murmuré entre 2 gloussements. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes là, debout, à 2 pas de la femme que vous avez choisie, et qu'elle vous oublie, vous efface, sous les yeux de personnes qui vous méprisent? J'ai cherché le regard de Laura, un signe, un clin d'œil, une invitation à me joindre à eux. Rien. Elle a pris place, s'est perdue dans leur conversation bruyante, comme si je n'étais jamais arrivé, comme si j'étais devenu invisible, un fantôme de mon propre passé. Le vide à côté d'elle m'appelait, mais personne ne l'a remarqué, personne ne m'a invité à m'asseoir. L'une d'elles, Sophie, aux cheveux blonds impeccables et au rire le plus perçant, a levé son verre. À nous, les filles. Et à cette soirée que l'on attendait depuis si longtemps. Leurs verres ont tinté, un son creux qui a résonné dans le silence assourdissant de mon cœur. J'ai fait un pas en avant, essayant de me frayer un chemin dans leur bulle d'indifférence. « Bonsoir, mesdames » ai-je dit, ma voix sonnant étrangement forte dans mes propres oreilles. Leurs regards se sont finalement posés sur moi, des yeux froids, évaluatifs, comme si j'étais un intrus malvenu. Pas de reconnaissance, pas de chaleur, juste une gêne polie. « Oh, c'est toi » a lancé Chloé, la plus jeune et la plus effrontée, avec un sourire en coin. « Nous pensions que tu ne viendrais pas » Laura n'avait rien dit. Le sang a commencé à battre dans mes tempes. Laura n'avait rien dit. Mais elle m'avait bien demandé de venir, ou du moins, elle avait dit qu'elle m'invitait. J'ai senti le poids du mensonge, de la dissimulation,
me tomber dessus. Si, elle m'a prévenu. Mon regard s'est posé sur Laura, qui regardait fixement son assiette, son visage rougeoyant. Elle aurait pu dire quelque chose, n'importe quoi, un mot pour me défendre, pour me faire une place. Mais elle est restée silencieuse, son corps tendu, comme une statue de cire au bord de la fonte. C'est alors que le coup de grâce est arrivé, porté avec une désinvolture cruelle qui a percé la dernière couche de mon armure. Tu sais, a repris Sophie, d'une voix douce mais acérée comme une lame, on n'a pas de place pour toi. C'est une table pour 6, et nous sommes déjà 5. Et puis, c'est une soirée entre filles. On a tellement de choses à se raconter, tu comprends. Un sourire faux, presque une moue d'excuse, a flotté sur ses lèvres. Tu devrais peut-être essayer le resto du coin, non? Je suis sûr qu'ils te serviront une bonne pizza. Un resto du coin. Une pizza. Dans mon restaurant. Les mots ont explosé dans ma tête comme des confettis de verre. La salle entière semblait tourner autour de moi, les lumières se sont faites plus intenses, les murmures des autres convives sont devenus un bourdonnement assourdissant. J'ai senti le rouge monter à mes joues, une chaleur de honte et de rage qui me brûlait de l'intérieur. C'était ça, donc. C'était mon rôle dans leur petite pièce, l'idiot, le rustre, l'accessoire encombrant qu'on jette à la première occasion. Et Laura, ma femme, celle que j'avais aimée plus que ma propre vie, elle était là, assise, mutique, son regard fuyant le mien, un peu de ce vin blanc qu'elle aimait tant poser à ses lèvres. Elle n'a pas bougé, pas un muscle, pas un mot. Son silence était un coup près, une sentence irrévocable. Qu'aurais-tu fait à ma place, toi qui me lis? Serrais-tu les dents, accepteras-tu cette humiliation publique, ce déni de ton existence, de ton amour? Ou sentirais-tu ce feu qui monte, qui te consume, qui te pousse à agir, à ne plus être la victime silencieuse? Pendant un instant qui a semblé durer une éternité, j'ai senti la tentation de m'enfuir, de disparaître dans la nuit parisienne, d'effacer cette scène de ma mémoire comme on efface une erreur. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Pas l'amour, non, l'amour s'était déjà transformé en cendre depuis des semaines. C'était ma dignité, ma confiance, l'illusion même de ce que nous étions. J'ai senti une clarté étrange percer le brouillard de ma douleur. Une force nouvelle, froide et tranchante, a pris le dessus. Il n'y avait plus de place pour la discussion, pour les supplications. Il n'y avait plus que l'action. Mes yeux se sont baladés sur le restaurant, chaque recoin, chaque table, chaque lampe, chaque tableau. J'avais tout choisi, tout pensé, tout financé. Chaque pierre, chaque poutre, chaque verre était l'incarnation de mes sacrifices, de mes nuits blanches, de mon obstination. C'était mon refuge, mon succès. Mon sang et ma sueur. Et ces femmes, assises à une table qu'elles n'avaient pas le droit de déshonorer, m'invitaient à aller manger une pizza, au coin de la rue. L'absurdité de la situation était grotesque, risible, si elle n'avait pas été aussi douloureusement réelle. J'ai respiré profondément, un souffle lent et régulier qui a ramené le calme dans la tempête. Mon cœur ne battait plus à tout rompre, il était devenu un tambour sourd, régulier, comme celui d'une marche funèbre. J'ai levé les yeux, non pas vers Laura ou ses amis, mais vers l'entrée du restaurant, là où le maître d'hôtel se tenait toujours, attentif, discret. Nos regards se sont croisés. Il aperçut quelque chose, j'en étais certain. La tension dans l'air, la rigidité de mon corps, le silence de Laura. J'ai commencé à marcher, lentement, délibérément, mon regard fixé sur le maître d'hôtel. Chaque pas était une affirmation, une reprise de possession. Les rires des amis de Laura se sont estompés derrière moi, transformés en murmures incertains. Elle n'avait pas compris. Elle pensait que j'allais fuir, que j'allais encaisser une fois de plus. Elles avaient tort. Quand je suis arrivé devant le maître d'hôtel, je me suis arrêté. Ma voix, je l'ai sentie, était calme, posée, sans une once de l'émotion qui m'avait tordu quelques instants auparavant. C'était la voix d'un homme qui reprend le contrôle, non pas par la fureur, mais par une froide détermination. Le maître d'hôtel, Monsieur Dubois, m'a regardé avec une légère interrogation. Monsieur Dubois, ai-je commencé, chaque mot pesé, résonnant dans le silence qui s'était fait plus grand autour de nous. Mes yeux n'ont pas quitté les siens, mais j'ai senti les regards des femmes sur moi, Laura y comprise. Pourriez-vous avoir l'obligeance de me procurer une chaise? Monsieur Dubois, un professionnel aguerri, a esquissé un mouvement, un début de « bien sûr, monsieur ». Mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ajouté,
avec une emphase qui n'avait rien d'une question, mais tout d'une déclaration, ma voix portant juste assez pour être entendue clairement par la table d'à côté, et surtout, par la table de Laura, j'aimerais une chaise, Monsieur Dubois, en tant que propriétaire des lieux. Le temps s'est arrêté. Littéralement. Le tintement d'une fourchette, le murmure d'une conversation lointaine, le service d'un sommelier à une autre table. Tout a cessé. Le silence est tombé sur le dôme d'argent, un silence épais, palpable, comme un drap mortuaire. Monsieur Dubois, dont le visage n'avait pas trahi la moindre surprise jusque-là, a vu ses yeux s'arrondir imperceptiblement. Un éclair de compréhension, de respect et peut-être d'une légère admiration, a traversé son regard. Il a ajusté sa veste, s'est incliné légèrement, plus profondément cette fois, un geste qui ne trompait personne. Bien sûr, monsieur le propriétaire. Immédiatement. Ces paroles ont résonné dans le silence de mort. Le maître d'hôtel s'est tourné vers un jeune commis, un simple hochement de tête, et la chaise a été apportée en quelques secondes. Mais ce n'était pas la chaise qui comptait. C'était le titre. Le propriétaire. Je me suis retourné. Mon regard, je l'ai voulu calme, froid, mais imprégné de toute la douleur et la trahison que j'avais subie. Il a balayé la table où Laura et ses amis étaient maintenant figés. Leurs visages, il y a un instant encore emplis de mépris et de dédain, étaient devenus des masques de stupéfaction, puis d'une gêne absolue. Les verres étaient restés suspendus à mi-chemin des lèvres, les fourchettes abandonnées au-dessus des assiettes. Leur bouche était légèrement ouverte, leurs yeux écarquillés, ne reflétant que l'incrédulité. Sophie, celle qui m'avait envoyé manger une pizza au resto du coin, avait pâli. Ses yeux clairs étaient remplis d'horreur. Chloé avait laissé tomber sa serviette. Et Laura. Ma femme. Ses yeux se sont posés sur moi, et j'y ai lu, non pas de la honte, non pas du regret, mais de la pure, de la simple panique. La panique d'être prise, la panique de voir sa façade se briser en 1000 morceaux devant ces femmes qu'elle voulait tant impressionner. Son teint était devenu livide, ses lèvres tremblaient légèrement. Elle a voulu dire quelque chose, j'ai vu ses lèvres bouger, mais aucun son n'est sorti. J'ai pris la chaise qu'on m'apportait, l'ai placée au bout de la table, face à elles toutes. Je ne me suis pas assis. J'ai juste regardé. Regardé le silence qui les entourait, le regard des autres clients, qui commençaient à comprendre qu'il se passait quelque chose d'anormal, d'intense. J'ai regardé leurs visages, ces visages qui, pendant des mois, avaient souri à ma femme, l'avaient éloignée de moi, l'avaient encouragée dans sa quête d'un monde où l'argent et les apparences régnaient en maître. Et j'ai regardé Laura, sa pâleur, ses yeux qui ne pouvaient plus fuir les miens. La victoire était amère, aussi amère que le plus sombre des cafés. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune jubilation. Seulement un vide immense, un gouffre au fond de mon être. La trahison n'était plus une menace silencieuse, elle était là, exposée, éclatante, sous les lumières tamisées de mon propre restaurant. Ce n'étaient pas seulement ces femmes que je démasquais, c'était ma femme, c'était notre mariage, c'était tout ce que je croyais avoir bâti. Et le prix de cette révélation, je savais qu'il serait exorbitant. Je savais que la vie ne serait plus jamais la même. Le silence s'est abattu, un silence si lourd qu'il semblait presque palpable, comme un drap épais jeté sur la scène. Il n'était pas seulement l'absence de son, c'était l'absence d'air, l'absence de souffle, l'absence de toute humanité ordinaire qui aurait pu exister un instant auparavant. Les rires, les chuchotis, le cliquetis cristallin des verres qui venaient des tables voisines, tout cela s'est tu pour moi, absorbé dans cette implosion de réalité. C'était comme si un projecteur m'avait soudainement isolé, et que le reste du monde, dans toute sa banalité, s'était transformé en un flou irréel. J'ai regardé leur visage. Ah, leur visage. Comment décrire cette métamorphose? Les amis de Laura, ces femmes au sourire figé par trop de botox et au regard perçant d'une suffisance qui leur collait à la peau comme un parfum trop entêtant, elles se sont pétrifiées. Leurs bouches, encore entr'ouvertes par le mépris qu'elles venaient de vomir, se sont refermées dans un claquement silencieux, laissant leurs traits distordus par la stupéfaction. Leurs yeux, d'abord écarquillés d'incrédulité, ont commencé à vaciller, à chercher une échappatoire, un trou de souris pour disparaître. L'une d'elles a posé sa main sur sa gorge, comme si l'air lui manquait. Une autre a baissé le regard vers son assiette, son maquillage soudain trop épais, son image de femme du monde écaillée par la honte. Elles étaient devenues transparentes, leur façade brillante brisée en 1000 éclats d'embarras. Que aurais-tu fait à leur place? Aurais-tu tenté une excuse maladroite, ou te serais-tu fondu dans le décor,
souhaitant devenir invisible? Mais c'est le visage de Laura qui m'a le plus marqué. Celui-là même que j'avais tant aimé, dont chaque courbe, chaque expression m'avait été un poème. Il s'est décomposé lentement, comme un masque de cire exposé à la chaleur. L'indifférence qu'elle avait affichée si parfaitement une minute plus tôt, cette façade de femme forte et indépendante, s'est effondrée. D'abord, il y a eu l'incompréhension, une pure stupeur dans ses yeux. Puis, à mesure que le sens de mes mots, je suis le propriétaire, s'est infiltré dans son esprit, une compréhension douloureuse a pris le relais, suivie de la panique. Ses joues ont blanchi, puis se sont parées d'une rougeur violente. Elle a tenté de détourner le regard, de rencontrer le mien, mais elle n'y est pas parvenue. Ses yeux se sont posés sur le sol, sur la nappe immaculée, sur les détails insignifiants de la table, partout sauf sur moi. Elle a balbutié quelque chose, un son inaudible, un soupir, un mot à peine esquissé, mais aucun son n'est sorti de sa gorge serrée. C'était la même gorge qui, il y a quelques mois, murmurait des vœux éternels à mon oreille. Je suis resté debout, la chaise toujours à la main, son poids une encre dans cette tempête d'émotions. Je n'ai pas ri, je n'ai pas crié. Une étrange clarté, froide et implacable, s'était emparée de moi. La colère, la douleur aiguë, tout cela avait fait place à une sorte de vide glacial, un espace pur où seule la vérité subsistait. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le geste était accompli, le masque tombait. J'ai doucement reposé la chaise, sans un mot de plus. Monsieur Dubois, le gérant, avait posé une main discrète sur mon bras, son regard empreint d'une loyauté muette, d'une compréhension que ni Laura ni ses amis ne pourraient jamais connaître. Il n'a rien eu besoin de dire. Un simple hochement de tête, une reconnaissance de mon autorité et de ma souffrance, suffisait. C'est cela, la véritable amitié, le véritable respect, ces gestes silencieux qui parlent plus fort que 1000 paroles. Je me suis retourné et j'ai marché. Pas une fuite précipitée, mais une démarche délibérée, mes pas résonnant sur le marbre comme des coups de marteau sur le métal de leur arrogance brisée. Je n'ai pas regardé en arrière. Leur visage, leur silence, leur peur, je les portais en moi, non pas comme un fardeau, mais comme la preuve d'une bataille gagnée, même si la guerre de mon cœur était perdue. En sortant du dôme d'argent, l'air frais de la nuit parisienne m'a frappé, une caresse bienvenue après l'atmosphère étouffante de la révélation. Les lumières de la ville, habituellement une source d'émerveillement, me semblaient pâles, lointaines. Tout était changé. Mon monde, tel que je l'avais connu, venait de s'effondrer. Les jours qui ont suivi ont été un long fleuve de néant. C'était comme si j'avais été vidé de toute substance, coquille vide errant dans les couloirs de ma propre vie. La douleur n'était pas tant une déchirure qu'une amputation. Une partie de moi avait été arrachée, et la plaie, invisible, saignait en permanence. Le choc initial avait fait place à une torpeur profonde, un brouillard épais qui enveloppait chaque pensée, chaque sensation. J'errais dans notre appartement, jadis notre nid douillet, maintenant un mausolée de souvenirs. Chaque objet, chaque recoin, portait son empreinte, sa voix, son rire. Le parfum qu'elle laissait sur son oreiller, la tasse de café qu'elle utilisait, les livres qu'elle lisait. Tout cela était devenu des spectres, des fantômes qui me chuchotaient notre passé, un passé qui n'était plus qu'un mensonge élaboré. Connais-tu ce sentiment où la réalité se tord et se déforme, où tout ce qui était familier devient étranger, hostile? Le sommeil était devenu un luxe inatteignable. Mes nuits étaient peuplées d'images fragmentées, le rire de Laura parlant de son argent, son regard absent au restaurant, les visages des amis emplis de mépris. Je me réveillais en sueur, le cœur martelant ma poitrine, le goût amer de la trahison sur la langue. Parfois, je restais allongé, les yeux ouverts dans l'obscurité, à revisiter chaque mot, chaque geste, chaque signal ignoré. Comment avais-je pu être si aveugle? Avais-je été un insensé, un romantique incurable, à croire à la pureté de son amour? Les doutes s'insinuaient, rongeant ma confiance en moi-même, en mon jugement. Étais-je faible? Avais-je créé cette illusion de bonheur par ma propre volonté de croire, de ne pas voir ce qui était évident pour les autres? Ma routine s'était brisée en 1000 morceaux. Le lever du soleil ne m'apportait plus la promesse d'une nouvelle journée, mais la répétition d'un vide. Aller au restaurant, gérer les affaires, tout cela me semblait lointain, dénué de sens. Pourtant, je m'y forçais. Le travail, même dans cette brume de douleur, était la seule encre, le seul lieu où je pouvais encore exister, où ma valeur n'était pas liée à un amour illusoire. J'observais mes employés, leur dévouement, et je me demandais comment ils auraient réagi s'ils avaient su la profondeur de ma chute.
Aurait-il y eu de la pitié dans leur regard? Je ne voulais pas de pitié. Seulement le silence et l'oubli. La solitude était devenue ma compagne la plus fidèle, une ombre constante qui me suivait partout, même dans la foule animée de Paris. Je me sentais plus seul que jamais, comme un naufragé sur une île déserte, la mer de l'indifférence s'étendant à perte de vue autour de moi. Les conséquences de cette trahison ne se sont pas limitées à mon cœur brisé. Elles ont tissé leur toile dans toutes les fibres de mon existence. La séparation, inévitable, s'est transformée en un combat légal froid et cynique. Nous qui avions échangé des vœux d'amour éternel, nous nous retrouvions face à face dans des bureaux austères, devant des avocats aux visages impassibles, discutant de biens, de chiffres, de clauses. C'était une parodie macabre de notre union, une crucifixion lente de tout ce que nous avions prétendu construire ensemble. Laura, confrontée à ma détermination inébranlable, avait d'abord tenté de me manipuler, de jouer sur la corde de nos souvenirs. Mais mon cœur, déjà en lambeaux, était devenu insensible à ces tentatives. La trahison l'avait blindée, transformant la tendresse en une armure impénétrable. Elle a demandé une part significative de mes biens, arguant que son soutien moral et sa contribution à mon foyer justifiaient ses exigences. Ironique, n'est-ce pas, après ses rires à propos de son propre argent qui resterait le sien. Son visage exprimait alors une sorte de froide avidité, débarrassée de toute pudeur. La façade était tombée, révélant la véritable nature de ses intentions. Le banquier que j'avais ignoré, qui m'avait mis en garde de protéger mes avoirs, mes revenus en mémoire, sa voix, ses conseils prudents. J'avais ri de ses précautions, persuadé que l'amour était au-dessus de tout cela. Quelle erreur monumentale! J'avais cru en l'amour inconditionnel, et elle avait cru au conditionnel des contrats. Les ramifications sociales furent également douloureuses. Le monde est petit, surtout à Paris. Les rumeurs ont commencé à circuler, des versions déformées de l'histoire, des commérages. Certains de nos amis communs ont pris son parti, d'autres le mien, et la plupart ont préféré s'éloigner, mal à l'aise face à un drame qui les renvoyait peut-être à leur propre vulnérabilité. J'ai appris qui étaient mes vrais amis, ceux qui sont restés sans poser de questions, sans juger, simplement en offrant une épaule, une oreille. Et j'ai vu ceux qui se sont empressés de profiter de la situation, de collecter les détails juteux pour leurs propres besoins. La trahison de Laura était un coup de projecteur sur la société elle-même, sur ses hypocrisies, sur son culte de l'apparence et de l'argent. On me voyait comme le mari trahi, l'homme des affaires prospères mais blessé. L'image publique, si précieuse dans ce milieu, était tachée. Mais, étrangement, cela m'importait moins que je ne l'aurais imaginé. Car la plus grande tâche, la plus douloureuse, était à l'intérieur. De cette descente aux enfers, j'ai commencé à émerger, non pas indemne, mais transformé. La reconstruction a été un processus lent, pénible, semé d'embûches et de rechutes. J'ai comparé cela à un membre brisé qui doit apprendre à marcher de nouveau. Chaque pas était douloureux, incertain, mais nécessaire. J'ai dû réapprendre à faire confiance, non pas aux autres, mais à moi-même. À ma capacité à guérir, à ma résilience. La confiance est une cathédrale, oui, et la trahison est un marteau qui la réduit en poussière. Mais j'ai compris qu'on pouvait reconstruire, pierre par pierre, sur les ruines, non pas la même cathédrale, mais une nouvelle, plus solide, avec des fondations plus profondes, forgées dans la douleur et la sagesse. J'ai passé des heures à réfléchir, à disséquer chaque événement, chaque pensée. L'argent, cette illusion qui promet le bonheur et ne livre que le vide, avait joué un rôle central dans cette tragédie. Laura, aveuglée par le matérialisme, par l'image qu'elle voulait projeter, avait sacrifié notre amour sur l'autel de la superficialité. Avait-elle jamais vraiment aimé? Ou bien mon succès n'était-il qu'un trophée à ajouter à sa collection, une sécurité qu'elle était prête à abandonner pour des paillettes encore plus brillantes? Cette question, comme une épine invisible, me tourmente encore parfois. Les relations humaines sont-elles donc si fragiles face à l'appât du gain, à la soif de statut social? Connais-tu ce sentiment, cette interrogation lancinante sur la valeur réelle des sentiments face aux réalités matérielles? J'ai réalisé que l'amour n'est pas aveugle, mais qu'il rend parfois myope aux signaux d'alerte. J'avais projeté mes propres valeurs d'honnêteté, de loyauté, d'engagement sur Laura, sans voir qu'elle ne partageait pas la même carte du monde. Mon désir de bonheur m'avait rendu vulnérable, prêt à ignorer les dissonances. J'ai dû me pardonner cette naïveté, cette erreur de jugement. Le pardon n'est pas un cadeau à l'autre, mais une libération pour soi-même. Il permet de se défaire du poids de la rancœur, de la colère qui empoisonne.
Je n'ai pas pardonné à Laura pour son acte, mais je me suis pardonné d'avoir été blessé, d'avoir été dupé. J'ai accepté que ce chapitre de ma vie soit clos, non pas avec amertume, mais avec la résignation que confère l'expérience. La vie après la tragédie n'est pas une fin, mais un nouveau départ. La solitude est toujours là, parfois, mais elle est moins écrasante. Elle est devenue un espace de réflexion, de croissance. J'ai redécouvert des passions oubliées, j'ai passé plus de temps avec mes vrais amis, j'ai plongé mon énergie dans mon restaurant, le transformant en un lieu encore plus chaleureux, plus authentique. Chaque plat servi, chaque sourire échangé avec un client, était une petite victoire sur le vide. J'ai appris que les cicatrices sont les cartes de nos batailles, les marques de notre survie. Elles ne sont pas belles, non, mais elles racontent une histoire de force, de persévérance. Cette histoire, ma propre histoire, aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'un glissement progressif vers des valeurs qui ne sont pas les nôtres, pour que tout bascule. Elle n'est pas un cas isolé, une anomalie. Elle est le reflet d'une fragilité humaine universelle, d'une société où l'argent et l'apparence peuvent corrompre les cœurs les plus prometteurs. Elle est un avertissement, une invitation à regarder au-delà des façades, à écouter la petite voix de l'intuition, à protéger ce qui est véritablement précieux, la confiance, l'intégrité, et un amour bâti sur des fondations solides, non sur des illusions. Je vous invite, vous qui m'avez écouté, à partager vos propres réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation similaire, une trahison qui vous a transformé? Quelles leçons en avez-vous tirées? Vos histoires sont importantes, elles peuvent aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a touché, et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres récits de vie. Car au fond, nous sommes tous des voyageurs sur ce chemin parfois semé d'embûches, cherchant la lumière au-delà de l'ombre. Et parfois, le simple fait de partager notre fardeau peut alléger le chemin de quelqu'un d'autre.